Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence. On va ouvrir notre deuxième journée de conférence. Alors là, je ne sais pas comment je peux vous présenter Jackie Pénard. Alors, Jackie Pénard, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a traumatisé. Je vais lui rappeler qu'il a sorti un petit bouquin il y a pas mal d'années sur la conception des armatures. Et mon maître d'apprentissage à l'époque, du moins j'étais plus apprenti, il m'a dit essaye de faire ça, voir si tu y arrives. Et j'ai passé des heures et des heures pour avoir les mêmes armatures que toi. Tu m'as vraiment embêté. Hein. Donc maintenant je vais l'embêter, je vais le faire monter sur scène et il va nous faire une super conf. Merci Jackie. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour mon ami Robert, qui nous parle un petit peu des armatures. C'est il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, notre sujet, ça va être de maîtriser la matière et la lumière, et sur une difficulté vraiment importante pour nous, de réaliser avec succès donc une céramique transvissée sur un plan. Et j'évoquerai avec vous un certain nombre de problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien au niveau du labo, et d'essayer en tout cas de les résoudre. Quand on parle d'un travail d'équipe, bien évidemment, ce travail d'équipe, c'est avec le praticien qui va poser l'implant. Et faut-il encore que cet implant soit posé dans de bonnes conditions pour pouvoir réaliser une dent correcte après. C'est aussi l'équipe avec les industriels qui nous préparent ou qui nous mettent sur les marchés des zircones. Et on va voir, Dieu sait combien il peut y avoir de types de zircones, et de faire le bon choix par rapport à ce produit, cette prothèse qu'on veut fabriquer. Et puis l'équipe, c'est aussi les confrères, les échanges qu'on peut avoir. Et je crois que c'est une véritable chance de pouvoir venir donc, dans cette enceinte et de pouvoir échanger nos idées et d'avoir en tout cas aussi l'expérience des autres. À propos d'expérience et à propos de confrères, je voudrais mettre quelques secondes en avant donc, le CPES, les CPES, donc, qui sont proposés par l'UNPPD. Pour moi, c'est une véritable chance pour la profession de pouvoir encore suivre ce genre de cursus qui existe déjà depuis longtemps. Dans les précurseurs, j'ai croisé mon ami Georges Bourrelli hier, il y avait Michel Thuillet, et à l'époque, le président, donc, c'était Claude Pichard. Et aujourd'hui, et Gilles Layet, qu'on peut aussi nommer, et aujourd'hui, avec le président Laurent Munro, donc on perpétue cette formation. Grâce aussi à Alain Hardic, donc, qui supervise au niveau de la céramique ce cursus, et puis notre ami Yves Gattard, qui, lui, va cesser donc, cette responsabilité pour transmettre à Michael Santos donc, le relais. Et je voulais mettre aussi en avant tous ces intervenants qui viennent justement partager leur savoir, sans oublier, ici vous avez les photos des deux équipes de la session dernière. Équipe particulièrement sympathique, motivée, et c'est très motivant aussi pour les intervenants. Donc, pour maîtriser les matériaux, bien évidemment, il faut les connaître. Si on exerce ce métier sans une vraie connaissance de ces matériaux, de savoir
comment on peut les utiliser, comment ils sont faits, comment ils sont fabriqués, comment ils réagissent, eh bien, on n'arrivera pas donc justement à cette maîtrise de la prothèse. Le matériau le plus utilisé aujourd'hui au niveau du laboratoire, bien évidemment, c'est la zircone. Cette zircone, donc, on connaît ses qualités aujourd'hui. Je vais juste insister sur la résistance à la propagation des fissures. C'est ce qui nous intéresse le plus dans notre métier, en tout cas, et au niveau aussi d'une transvissée céramique. Donc, on voit que la résistance à la propagation des fissures sur les alliages est particulièrement élevée, puisqu'on est au-delà des 50, et que la zircone, dans les matériaux céramiques qui nous sont proposés aujourd'hui, est le matériau qui a la plus haute résistance donc, à la fissure. Pour rappel, on sait comment fonctionne donc, le départ de la fissure dans une zircone, qui se traduit par des gonflements donc, et une transformation des phases de la zircone. Ces phases donc, monocliniques, tétragonales et cubiques ont largement été utilisées par les industriels pour modifier justement la translucidité du matériau. Donc on va utiliser l'oxyde d'yttrium en quantité plus importante. Par exemple, on peut avoir 3 moles d'yttrium dans la céramique zircone de base et on peut avoir jusqu'à 6 yttrium pour modifier donc, cette structure. Et cette céramique va passer en phase cubique, c'est-à-dire que la lumière va passer beaucoup plus directement à travers le matériau, alors que sur la tétragonale, comme les grains sont plus petits, il y a une diffraction de la lumière et elle paraît évidemment moins translucide. Par contre, il y a quelques années, quand on a commencé donc à modifier cette zircone, on a encore aussi aujourd'hui ce type de produit entre les mains, c'est que sur une zircone avec 3 yttrium, on a évidemment la phase cubique qui est inexistante et vous avez une résistance à la flexion qui est de 1250 MPa. Vous avez une translucidité qui va être de 40%. Si au contraire je vais jusqu'à 5 yttrium, je vais avoir des grains beaucoup plus gros et la lumière donc va passer plus directement à travers ce matériau et je vais avoir 49%. Quand on a commencé à faire ce type de zircone, très rapidement on s'est rendu compte qu'on abaissait la résistance à la flexion. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des zircones qui sont à 750 à 800 MPa, voire quelquefois encore moins. Et sur ce type de zircone, vous avez par exemple dans une autre marque exactement la même chose. Vous pouvez avoir 35% de translucidité, donc faiblement translucide, et vous avez donc une résistance à la flexion très haute. Alors que si j'utilise celle-ci, je vais avoir beaucoup de translucidité, mais la résistance est beaucoup plus faible. Si je dois faire un bridge avec 2 inters par exemple, et que j'utilise ce type de céramique, de zircone, je peux rencontrer un certain nombre de problèmes. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est de faire le bon choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une zircone, mais il y a des zircones, et dans l'ensemble des zircones, on va choisir en fonction du type de travail, du nombre d'éléments, de la hauteur disponible quelquefois au niveau de la DV, et de la transparence. Donc, lorsque, pour mémoire, j'utilise donc une céramique cosmétique sur mon armature, cette céramique cosmétique, elle n'a que 120 MPa de résistance à la flexion, qui est très faible. On va la cuire sur un support. Si j'utilise un disilicate de lithium, par exemple, je vais jusqu'à 530 MPa. Ça peut être suffisant sur des dents antérieures, par exemple. Et j'ai, par contre, une transparence qui est à 55. Donc, si j'ai un moignon naturel
qui n'est pas teinté, j'utilise par exemple un disilicate, eh bien, je vais avoir le tandem idéal pour avoir une réussite au niveau de ma couleur. Si par contre, j'utilise cette zircone avec 5 yttrium, 5 moles, je vais avoir beaucoup de transparence dans ma zircone, mais par contre, j'ai une résistance qui est faible. Aujourd'hui, les industriels ont réussi à fabriquer des zircones qui sont à la fois, donc ici vous avez par exemple des multilayers, donc ça c'est le type de zircone qui va être idéal. J'ai de 45 à 57% de translucidité, donc la translucidité la plus importante évidemment va se situer au niveau du bord libre, et j'ai jusqu'à 1250 MPa donc de résistance à la flexion. Autre chiffre très important qu'il faut prendre en compte lorsqu'on va travailler, c'est d'avoir une zircone. Alors, on voit son indice de réfraction, c'est sa capacité donc à renvoyer la lumière. Et lorsque je compare la zircone à 2,1, 2,2, lorsque je compare la céramique cosmétique, on est à 1,50. 1,52, on est très proche du verre. Donc c'est très transparent. La lumière passe à travers. Là, avec de la zircone, on aura de la réflexion. Lorsque je parlais du CPES et de la valeur de ces gens qui venaient donc au CPES, ils ont en fin de cursus un mémoire donc, à proposer. Et j'ai eu donc l'occasion de soutenir José Ortega au moment donc, puisqu'ils doivent être accompagnés d'un maître de mémoire, et de le soutenir donc dans des recherches qui portaient essentiellement sur les propriétés physiques de la zircone. À cette époque, donc on est en 2016, la profession se pose encore beaucoup de questions par rapport à la zircone. Souvent, lorsqu'on préparait la zircone, au niveau des industriels, on nous proposait de préparer la zircone comme une céramométal. Sablage, liner, pour remplacer l'opaque, etc. José a mis en évidence que, par exemple, lorsqu'on faisait du sablage sur la zircone, on obtenait moins de résistance à l'arrachement. Donc ça, ce sont les tests qu'il a réalisés. C'est fait dans un laboratoire privé. Et bien évidemment, donc, ce laboratoire privé est financé par le candidat. Et là, les chiffres ne sont pas des chiffres des industriels. On voit très bien que lorsqu'on n'a pas sablé le témoin, on a une résistance beaucoup plus importante que lorsqu'on va le sabler. Donc on voit par exemple ici, avec un sablage 933, sans le sablage, on est à 1179. Pour rappel, au niveau donc, des forces masticatoires, on est en moyenne à 1176 newtons. Donc, quand vous avez ce type de chiffre, vous prenez des risques par rapport à la résistance à l'arrachement de votre céramique. Et les refroidissements lents ou rapides, c'est-à-dire quand on est un peu pressé, on va sortir son bridge rapidement du four, parce que le coursier peut-être attend, donc on va aller un peu plus vite. Visuellement, vous ne voyez rien, parce que tout se passe bien. En fin de compte, lorsque vous allez refroidir lentement, vous avez par exemple 1837 MPa, et lorsque je vais refroidir rapidement, je suis descendu à 945. Donc il y a une action particulièrement néfaste si vous ne laissez pas refroidir lentement. Sur les épaisseurs, le test nous montre aussi que lorsque vous utilisez 3 mm de cosmétique sur une cuspide, que votre armature est relativement à plat, une forme de coping, eh bien, au niveau de la résistance de cette céramique, vous allez redescendre donc à 1047, alors qu'avec 1,5 mm, vous êtes beaucoup plus résistant. Je vous rappelle, le cosmétique, c'est aux alentours de 100 MPa de résistance. Au niveau des foules,
le test a été fait aussi par José Ortega. Donc, si vous utilisez une foule antérieure, type de céramique par exemple, à 670 MPa, eh bien, au niveau de la résistance à la fracture, c'est-à-dire que là, c'est dans le test de Vost, on fait ou perpendiculaire type cuspide fausse dans l'occlusion, ou on simule un mouvement de latéralité à 45 degrés, et là vous avez deux cuspides qui s'entrechoquent, et vous n'avez plus que 640 MPa si votre zircone est trop faible. Ce qui nous emmène à ce type de problème pendant quelques années, où on a une céramique zircone qui est ou trop mince, trop faible, ou avec une résistance à la flexion pas suffisamment haute, et le porte-à-faux qu'on va avoir fait que vous vous retrouvez avec des fractures. Là aussi, les industriels ont amélioré le système au niveau, par exemple, de la T-base, puisque les T-bases étaient très courtes au début et que maintenant, on a des T-bases qui sont beaucoup plus hautes. Les fractures en littérature, il y a une dizaine d'années, on parlait beaucoup de chipping. On disait que la zircone, c'était pas solide, qu'il y avait énormément de casse, qu'il y avait du chipping. C'était souvent et rarement la fracture de l'armature zircone, sauf si la connexion n'est pas suffisamment importante. Mais souvent, on avait le cosmétique qui fracturait, puisqu'il n'y avait pas de soutien donc, par rapport à l'armature. Donc, les hauteurs à respecter, évidemment, à chaque fois. Quand on fait, et ça va être le sujet de la céramique transvissée, donc on essaie de travailler sur des wax-up. Soit le wax-up peut être fait virtuel. Nous, au labo, on préfère les wax-up matériels, en cire, qui nous permet de mieux appréhender les formes et surtout de retoucher les profils d'émergence directement sur le modèle. Et il est important de pouvoir le faire d'une manière physique, puisque cette fausse gencive est bien évidemment des tissus mous qui sont sur le patient, donc très importants, et il faudra les manipuler avec précaution, tout en sachant que dans certaines zones, des compressions sont possibles et dans d'autres zones, absolument interdites. Alors, notre challenge, évidemment, c'est de reproduire cette dent naturelle. Voilà, avec une céramique. Comment fonctionne la lumière ? La lumière, donc la lumière incidente, va arriver à la surface de la matière, que ce soit une dent naturelle ou une céramique. Et on voit qu'en fonction de l'indice de réfraction, eh bien, cette lumière réfractée va circuler plus rapidement ou plus lentement en fonction de l'indice de réfraction. Dans la zone émail, cette lumière va passer relativement rapidement puisque la translucidité est à 70%, alors que dans la dentine, la translucidité est à 40%. En même temps, cette lumière blanche va être absorbée par l'objet et reflétée donc, en nous donnant la couleur de l'objet. Donc une partie du rayon va être absorbée, l'autre partie va être reflétée. On voit ici donc, des fragments d'émail. On voit cette opalescence donc, de cet émail et avec un indice de réfraction qui est 1,62, 1,65. La dentine, elle, qui a une opacité beaucoup plus importante, avec un indice donc, de réfraction qui est de 1,58. Vous remarquez, les deux parties importantes de la dent, émail, dentine, ont des indices de réfraction différents. Donc, dès qu'il y a des changements d'indice de réfraction, on a aussi des changements de lumière et des réflexions. Si on peut très rapidement, schématiquement, expliquer la différence entre la dent et la céramique. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important au moment où on va construire notre dent, de comprendre comment la lumière fonctionne dans la dent. Ici, vous avez cette source lumineuse avec votre partie d'émail qui va être plus ou moins épaisse en fonction de l'âge du patient.
La lumière donc, va se refléter à la surface, on va l'appeler R1. Vous avez une autre partie de la lumière donc, qui va rentrer à l'intérieur et qui va diffracter à l'intérieur de la dentine, on a vu avec un indice plus bas. Entre les deux, ici, donc, vous avez la fluorescence qui est la zone la plus importante de la dent. On a de la fluorescence dans la dentine, beaucoup plus que dans l'émail, mais on a surtout beaucoup donc, de fluorescence à la surface dentino-amélaire. Ce sont des protéines qui vont être beaucoup plus actives quand le patient est jeune que quand le patient est âgé. Mais ça nous donne l'illusion de quelque chose de transparent. En fin de compte, c'est une réflexion de la lumière et on voit très bien sur les centrales souvent des zones beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus blanches. Voilà. Donc, souvent, on a essayé de les traiter en surface ici, donc avec des transparents, mais ça n'apporte absolument rien, sauf du gris, puisque le transparent, la lumière passe plus à travers, et quand ça passe à travers une vitre, on va voir encore plus gris. Lorsque je vois l'épaisseur de mon émail ici, par exemple, et de ma dent, donc l'émail est à 1,1 mm à 2 mm à peu près, et lorsque je compare l'épaisseur totale de ma dent, ça n'a rien à voir, bien évidemment, avec mon cosmétique sur une armature que je vais avoir ici, et que ce cosmétique va faire 0,4 à 2 mm. Donc sur, en moyenne, 1 mm d'épaisseur, il va falloir donner le côté vivant de la dent avec cet espace-là. D'autre part, le matériau utilisé, donc c'est 1,52, c'est du verre. La lumière va passer très vite et il n'y a pas de différence entre l'émail et la dentine. C'est le même indice de réfraction. Et la zircone, elle qui est à 2,2, va renvoyer énormément de lumière. Il y a une réflexion très importante. Donc il faut jongler avec tout ça. Autre différence aussi, lorsque je regarde par exemple la réflexion perpendiculaire sur une dent naturelle, j'ai 6% de réflexion. Sur une céramique, j'ai 4%. Et si je prends par exemple à 45 degrés, lorsque vous êtes sur une prémolaire par exemple, la lumière donc, incidente va être tangente. Et cette lumière, vous allez avoir une réflexion qui va être de 50% dans cette zone-là, sur une dent naturelle, et là, vous n'avez que 33%. Donc, au moment du montage de ma céramique, il va falloir que je corrige ça. Schématiquement, on pourrait mettre ces zones ici, qui sont des zones de réflexion, et je vais utiliser une céramique blanche, opaque, qui va simuler une réflexion beaucoup plus importante, pour que ma dent fasse naturelle. Si j'ai que la même céramique émail et dentine autour de ma dent, je n'aurai pas l'effet naturel. Donc, on va utiliser des zones qui vont être beaucoup plus lumineuses dans certaines zones de la dent pour donner l'illusion, par exemple, de la fluorescence. Et pour le montage des molaires, par exemple, je propose d'utiliser au fur et à mesure du montage des zones mésiales, par exemple, comme vous voyez ici, avec plus de luminosité pour reproduire la dent naturelle. Alors, le choix de la teinte, ça, c'est quelque chose de très compliqué. Mon ami Denis Elkaïm va vous présenter quelque chose après, avec des solutions certainement à tous ces problèmes. En attendant, nous, notre difficulté aujourd'hui, c'est ou avoir des teintiers ou utiliser des appareils numériques pour arriver à choisir correctement la couleur de la dent. Et en règle générale, ce n'est pas gagné. Donc, autre brillant candidat du CPES, Benoît Dehaye, qui lui a travaillé donc, sur le côté colorimétrique de la zircone et d'essayer de comprendre comment fonctionne la zircone et la céramique. Les essais ont été faits donc, chez Praxens, laboratoire indépendant, j'insiste bien, et là aussi aux frais de Benoît. Le premier exercice était de trouver la valeur du A3, puisque
dans le système LAB, Benoît a essayé de comprendre quelle était sa valeur et le comparer aux différents échantillons. Impossible de trouver la valeur du LAB Vita classique. Donc, il a pris plusieurs témoins, il les a fait analyser, et voilà ce qu'on peut trouver. Évidemment, des différences entre les différents teintiers, et quelquefois, la différence, elle est vraiment très importante. Donc, il a fait une moyenne des trois pour trouver la valeur qui va nous servir de repère à toutes ces expérimentations. Et on voit bien, vous avez des teintiers, par exemple, vendus par les industriels, vous avez les teintiers de masse dans votre coffret, et vous avez aussi les masses de vos pots que vous avez cuits au laboratoire. Quand on analyse tout ça, on va prendre, par exemple, Benoît a fait des échantillons à 2,5 mm, donc de céramique A3, sur différents fournisseurs. Et quand vous comparez les dentines A3 de plusieurs fournisseurs, vous avez ça, par exemple. Vous voyez, on a un delta, par exemple, qui va jusqu'à 6,75. C'est un peu compliqué. Ensuite, on voit très bien, vous avez un B2, B3, par exemple, le teintier, les témoins du fabricant, et là, vous avez ce que vous avez cuit au labo pour monter vos céramiques. Et on voit des différences de teinte notables. Lorsque il a voulu mettre en avant et comprendre, je prends de la zircone et je cuis de la céramique dessus, c'est ce qu'on fait tous les jours. Votre zircone, elle peut avoir différentes épaisseurs. Benoît a fait des échantillons, c'est un travail de titan. En passant, vous voyez, les listes et les listes d'échantillons préparés, fait analyser et essayer évidemment de tirer des leçons de tout ça. Eh bien, en cuisant donc des zircones 0,4, 0,8, 1 mm, le cosmétique, ce sont les épaisseurs qu'il a déposées dessus. Et lorsqu'on fait les analyses, le résumé de cette expérience, c'est l'épaisseur de 0,4 mm avec 3 mm de céramique va se rapprocher le plus de la référence A3. Ou lorsqu'on a une zircone à 0,8 mm et avec 2,5 mm de céramique. Donc, on comprend bien que plus j'ai épais de zircone et moins de céramique, par exemple, je n'ai pas la même teinte que si je mets une couche de céramique fine et beaucoup d'épaisseur de cosmétique. Et c'est notre challenge de tous les jours d'avoir les bonnes épaisseurs, d'avoir, comment dire, la solidité, parce que j'ai besoin d'une certaine épaisseur dans certains travaux, et j'ai besoin de transparence ou d'opacité, et j'ai besoin d'un peu de place pour vraiment réaliser ma dent. Autre situation intéressante à analyser, la fluorescence. La dent naturelle est fluorescente, comme je vous disais, donc ce sont des protéines donc, au niveau du collagène dans cette surface entre l'émail et la dentine. Et nos céramiques sont souvent vendues pour des céramiques fluorescentes. Notre ami Benoît Dehaye, donc lui, eh bien, va faire des tests sur des matériaux et le laboratoire donc, nous fait des tests sur la fluorescence. On trouve un peu de fluorescence dans certains matériaux et dans d'autres, la fluorescence, elle est très peu significative. Quand on prend des zircones, là vous avez différentes marques de zircones, ça c'est un essai que j'ai fait, et là il y a une zircone sur le marché qui est fluorescente. Et sinon, toutes les autres céramiques qu'on a pu tester en fluorescence, il n'y en a pas. Test que j'ai voulu réaliser pour essayer de comprendre si mon armature, la couleur de mon armature avait une importance. Donc j'ai testé ce type à partir d'une dent extraite, qui venait d'être extraite. Donc j'ai scanné pour avoir ma teinte. J'ai utilisé une armature A3, B3, A2.
Et on se rend compte, avec le même montage, le même type de montage, j'ai des résultats différents. Donc on est convaincu, le fond de mon armature, la couleur de mon armature aura une conséquence sur le final. Je suis un peu perdu, j'ai dû en oublier une. Voilà. Et ensuite, c'était très intéressant parce que j'essayais de démonter ma dent naturelle, ici. J'ai découpé l'émail, j'ai enlevé que l'émail sur la moitié de cette dent. Le spectro, lui, me donnait cette teinte. Quand j'ai monté ma dent en céramique, mon œil voyait quelque chose d'autre que le spectro ne m'indiquait pas. Et moi, je voyais une zone ici dans cette dent qui était plutôt teinte C3. Donc, lorsque j'ai fait ma dent, j'ai cuit et le spectro me donne à ce moment-là le C3. OK ? Et quand je démonte ma dent, la dent est démontée, je la repasse au spectro et comme par hasard, en dessous, au niveau de cette dentine, je vois un C3-C4. Juste pour vous dire, les spectros ou l'appareil, lui, il a des limites. Il analyse, mais parce que vous avez un faisceau lumineux qui va rentrer dans la dent, qui va ressortir, il fait une moyenne. Votre œil, lui, il a aussi ses problèmes parce qu'on peut obtenir de la saturation de l'œil très rapidement. Et quelquefois, on n'arrive pas à voir les teintes. Mais il arrive aussi à déceler des couches, des couleurs qui sont à l'intérieur de la dent avec notre expérience. Et là, on en a la preuve. Mon œil a vu ce C3 et le spectro, lui, ne l'avait pas vu. Quand je démonte la dent, la teinte C3, elle est en dessous. Évidemment, si j'ai une dent unitaire avec un moignon naturel correct, c'est facile, c'est parfait. Mais on n'est pas toujours dans ces conditions-là. Ici, on sait maintenant qu'il faut travailler sur cette zone pour reproduire la fluorescence. On sait qu'il faut saturer beaucoup plus l'armature. Et là, souvent, dans cette zone avec la zircone, à cause de ce coefficient de dilatation, de l'indice de réfraction qui est relativement important, donc on peut avoir des modifications de couleur. Et ça, c'est quelque chose qu'on va avoir fréquemment lorsqu'on va faire des transvissés. Au début, on faisait des transvissés un peu comme ça, avec une épaisseur de zircone suffisante, puisqu'on cherchait la solidité, surtout avec des T-bases qui étaient relativement courtes. Mais on pouvait avoir ce type de problème. C'est-à-dire que vous avez quelquefois un reflet un peu gris ou des modifications de couleur qui vont se produire à ce niveau. Encore Benoît va faire un test sur des transvissés. Donc, on a les transvissés qui sont montés. On fait un flash donc, pour avoir la teinte de la transvissée. Ensuite avec la T-base. Ensuite avec la T-base collée. On voit que d'une manière générale, après le collage, vous avez une perte de luminosité sur la dent. Donc, perte de luminosité, on va vers le gris, puisque luminosité haute, c'est le blanc, basse, c'est le noir, donc on va vers le gris. Et on perd aussi de la couleur. Donc, lorsqu'on essaie d'utiliser un liner, donc en sous-couche au niveau du collet, les choses vont un peu mieux. J'ai voulu tester aussi sur un cas, avec un de mes amis praticiens, plusieurs zircones pour réaliser la même dent. Et je me suis dit, on va utiliser de la monoteinte, qui va être modifiée, de la multicouche et une zircone blanche. On est à 44, 43, 49, 44, donc on est à peu près dans les mêmes pourcentages de translucidité. Tout en sachant que je vais éviter trop de translucidité au niveau de la base, puisque la T-base, elle va apporter du gris. On voit bien, par exemple, sur ce bridge, quand on a collé les T-bases, eh bien, vous avez des zones grises à ce niveau du collage. Alors que là, la masse de l'interne nous donne évidemment la teinte de notre zircone. Ici, donc, vous avez les différentes armatures. Là, déjà, j'ai juste posé les T-bases.
et on observe déjà une modification de la couleur. Les céramiques donc vont être montées avec sur la limite qui correspond donc à la T-base, avec un mélange donc, de céramique et de zirliner pour opacifier et en même temps amener de la fluorescence dans cette zone-là. Là, en même temps, vous voyez la différence des couleurs selon les différentes zircones utilisées. Ici, on a une mono avec ce mélange liner céramique, la multiliner, la monoteinte, la blanche. Donc, on a à la base des résultats colorimétriques qui sont différents. L'intérêt, c'est de comprendre comment ça se passe en bouche, comment les céramiques vont réagir. Donc, ici, on est sur la céramique avec le liner. Ici, on a la multiliner. Ici, on a la monoteinte. Voilà, et là, la blanche. Quand on a revu le patient, on a terminé les dents en bouche et on pensait qu'avec la blanche, on avait les meilleurs résultats. Eh bien, une fois la dent posée, on voit que là, on n'est pas du tout suffisamment coloré, puisque le blanc, lui, va trop être reflété et va nous donner donc une teinte qui n'est pas assez saturée. Apparemment, donc, le visuel aussi compte, puisque là, on est sur des photos. Donc, Thierry Degors a posé cette dent et qui trouvait que cette technique-là, c'était celle qui était la plus efficace. Donc, on a modifié au fur et à mesure l'axe d'insertion, donc de la vis, en utilisant évidemment quelquefois des T-bases rattrapage d'axe. On a modifié aussi les épaisseurs disponibles en vestibulaire parce qu'on sait très bien qu'il nous faut une certaine épaisseur pour arriver à avoir la teinte. Donc 2 mm, c'est hyper confortable, mais c'est bien quand on peut ne pas être trop en dessous. On a modifié cette zone-là pour ne pas avoir trop de réflexion et on a aussi amélioré par des céramiques, des zircones beaucoup plus résistantes pour éviter les casses. Ce qui nous manque surtout, c'est cette racine naturelle qui va être remplacée par un implant. Et cet implant, lui, il est métallique. Donc, on n'aura pas du tout l'effet de la dent naturelle par rapport à cette racine. Ces racines, on le voit bien là, cette racine, elle est transparente, elle va apporter de la lumière, elle joue un peu le rôle de fibre optique par rapport à cette dent naturelle, et il n'y a pas de cassure de la lumière entre la couronne et la racine. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de reproduire justement l'effet de la racine, de cette lumière donc, qui va venir aussi éclairer la couronne ou la couronne la lumière. Et j'aime beaucoup cette formule donc, de cet auteur Romain Sénos et Marie-France Bertrand. Donc, la couronne, la racine et le parodonte environnant forment une unité optique dont l'équilibre visuel est délicat. Et on comprend bien, c'est que lorsqu'on va avoir cette partie métallique sous notre dent, eh bien l'équilibre visuel est compliqué. Donc, c'est une proposition que je peux faire. C'est la seule pour l'instant qu'on ait trouvée. En ayant déjà le bon choix de la zircone par rapport à la teinte, c'est-à-dire que quand le patient vient au labo, quand on choisit notre teinte, on choisit aussi la zircone, dès le départ par rapport à cette dent à reproduire. Ensuite, on va créer donc cet espace au niveau du profil d'émergence et de ne pas être dans cette situation, mais au contraire de venir creuser beaucoup plus pour avoir de l'épaisseur de cosmétique qui va nous donner justement cette couleur. Et on va déposer cette couche liner dentine opaque quelquefois, pour masquer le côté gris qu'il y aura au moment du collage, et après de jouer sur des céramiques qui vont être et à la fois colorées, à la fois transparentes, pour essayer de reproduire ce côté naturel de la dent et circulation de la lumière.
Donc voilà quelques cas réalisés par Thierry Degors et le labo. Donc l'intérêt, c'est d'arriver à un résultat esthétique qui est proche des dents naturelles et d'être le plus naturel possible sans avoir l'influence des épaisseurs de zircone, de la T-base, du collage de la T-base. Donc c'est vraiment pour nous, en tout cas, l'exercice le plus compliqué. Là donc une autre dent. Donc ce sont des bases qu'on a pu mettre en place au labo. Donc tout le monde peut travailler de cette manière. Les cas que vous avez vus là, où j'en ai réalisé, où Karine, ma fille, a pu en réaliser, où les céramistes du labo ont pu réaliser. Donc je ne sais pas d'ailleurs qui a fait quoi, mais ce sont des choses qu'on peut faire au quotidien sans difficulté, à condition d'appliquer quelques règles. Voilà. Donc c'est vrai que ça reste un effort de chaque jour, d'essayer de comprendre la matière, de comprendre comment ça fonctionne, comment circule la lumière, comment je peux obtenir ce résultat-là avec des matériaux complètement différents. Voilà. Nos céramiques n'ont rien à voir avec la dentine naturelle. Évidemment, je remercie mon ami Thierry Degors, qui est un vrai passionné de la dentisterie. Je remercie aussi Karine, ma fille, céramiste, qui a pris ma place au laboratoire avec grand plaisir. Et puis mon fils qui gère l'entreprise et mes amis, Chronos Dental, avec qui nous travaillons étroitement en ce moment. Voilà, merci de votre attention.